Bienvenue pour une nouvelle semaine d'Axis of Truth sur GNS. Je suis Émilie Schrader et cette semaine, nous discutons de la distinction entre otages et terroristes. Existe-t-elle? Eh bien, on ne le saurait pas en se basant sur les reportages de la presse internationale cette semaine. Nous discuterons aussi avec Jonathan Schanzer de la Fondation pour la défense des démocraties. Nous parlerons des dernières nouvelles sur le cessez-le-feu entre Israël et Gaza ou de son absence. Tout cela et bien plus encore maintenant sur l'Axe de la vérité. Otages ou terroristes? En réalité, les médias ne distinguent pas vraiment. Cette semaine, la presse mondiale a de nouveau franchi une limite. Des grands médias comme la British Broadcasting Corporation, le New York Times et d'autres ont présenté l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas comme un simple échange d'otages. Regardez. Comme de nombreux dirigeants et personnes dans le monde, le Premier ministre sera tout simplement ravi de voir ce qui se passe en ce moment concernant l'échange d'otages. À l'avenir, je pense que le Premier ministre d'Égypte nous apportera aujourd'hui des précisions sur la suite des événements. Vraiment. 1700 terroristes palestiniens arrêtés lors de combats pour des infractions liées à la sécurité. Et 250 meurtriers palestiniens condamnés sont maintenant, selon la British Broadcasting Corporation et le New York Times, considérés comme équivalents aux 250 et une femme, homme et enfant. Des civils qui ont été enlevés chez eux le 7 octobre, traînés à Gaza pour être torturés et utilisés comme monnaie d'échange pendant plus de 700 jours. Pour réitérer, des civils israéliens innocents ont été enlevés par le Hamas chez eux, lors d'un festival de musique et dans des chambres d'enfants. Et du côté palestinien, nous avons des terroristes condamnés qui ont assassiné des civils israéliens, y compris des enfants, de sang-froid. Pourtant, maintenant, les deux sont décrits par les médias internationaux comme des otages. Mais voici ce que la British Broadcasting Corporation et le New York Times ont omis lorsqu'ils ont qualifié à plusieurs reprises cela d'échange d'otages. Israël a récemment libéré des hommes comme Imad Kawasmeh, chef du Hamas, condamné à 16 peines de prison à vie pour un double attentat à la bombe à Beersheba, ayant tué 16 personnes. Ou Iyad Abu al-Roub, condamné à 4 peines de prison à vie pour avoir organisé l'attentat suicide de Kadoumim ayant fait 4 morts. Ce sont les Palestiniens qui ont été libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Ce ne sont pas des militants, ni des prisonniers politiques, ni des enfants innocents qui ont été enlevés au domicile de leurs parents, des meurtriers. Pendant ce temps, le Hamas célèbre le retour de nos otages, comme Guy Gilboa Dalal, enlevé au Festival Nova, ou Alon Ohel, pianiste de 24 ans retenu sous terre 2 ans. Ou Avinatan Or, resté menotté plus d'1 an dans un tunnel. Le contraste moral ne pourrait pas être plus évident, sauf, apparemment, si vous travaillez dans une salle de rédaction des médias occidentaux. Malheureusement, cela ne s'arrête pas à la presse. Sur les réseaux sociaux, des militants ont poussé ce mensonge encore plus loin. Greta Thunberg a même publié une photo d'un otage israélien affamé, Eviatar David, et l'a présentée comme celle d'un prisonnier palestinien affamé. De façon surprenante, une tendance en ligne voit des influenceurs pro-palestiniens, y compris à Gaza, se qualifier de survivants de l'Holocauste. Ils détournent le langage du génocide pour blanchir le terrorisme du Hamas. Il n'y a aucune équivalence entre sauver des civils des terroristes et libérer des terroristes de prison. Il n'y a aucune parité entre les otages et les meurtriers. Et il n'y a pas de journalisme ni de titre qui efface cette différence. Quand les médias appellent des tueurs de masse ou otages, ils brouillent de plus que l'histoire. Ils cautionnent le crime. Ils disent à la prochaine génération de terroristes que kidnapper des civils, ça marche. Si nous ne pouvons plus nommer le mal, nous ne pouvons plus le combattre. Et en ce moment, une grande partie des médias mondiaux prouvent qu'ils se sont déjà rendus. Eh bien, tout cela nous amène au sujet suivant, à savoir l'accord d'Israël avec le Hamas et qui est réellement libéré. Je pense qu'une question plus importante est, jusqu'à quand allons-nous répéter ces erreurs? Dans cet accord, près de 2000 prisonniers palestiniens ont été libérés contre nos otages. Parmi les pires, il y a Imad Kawasmeh, que j'ai déjà cité, et d'autres comme Nader Sadaka, condamné à 6 peines de perpétuité pour avoir organisé plusieurs attaques contre des civils israéliens en Judée et Samarie. Ou Ahmad Adel Jaber Saada, qui était responsable de l'explosion d'un bus civil et de la mort de 11 personnes. Vraiment des gens charmants ici. Près de 2000 terroristes au total, dont 250 condamnés à la réclusion à perpétuité. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce phénomène.
En 2011, Israël a libéré 1027 prisonniers palestiniens, dont des centaines condamnés à perpétuité, pour obtenir la libération du soldat Gilad Shalit. En moins de 5 ans, les services de renseignement israéliens ont rapporté que plus de 60% des personnes libérées étaient retournées à des activités terroristes. Aujourd'hui, certaines estimations l'estiment à plus de 80%. Au moins 6 Israéliens ont été tués lors d'attentats commis par des terroristes libérés dans l'accord Shalit. Et devinez qui était l'un de ces prisonniers libérés? Qui a également été soigné dans les meilleurs hôpitaux israéliens pour un cancer pendant sa peine. Yahya Sinwar, le cerveau et l'architecte du massacre du 7 octobre. Si cela ne mérite pas la peine de mort, je ne vois pas ce qui le mériterait. Et je veux juste ajouter que Sinwar purgeait en fait une peine pour avoir assassiné des Palestiniens, pas même des Israéliens, des Palestiniens. En tant qu'Israélienne, c'est un paradoxe cruel, car Israël accorde tant de valeur à chaque vie qu'il est prêt à tout sacrifier. En payant ce prix, une autre facture est assurée. L'instinct moral de racheter les captifs devient précisément la monnaie que ces terroristes exploitent. Et maintenant, contrairement aux États-Unis, Israël impose très rarement la peine de mort, même pour les meurtres de masse. Cette retenue est noble jusqu'à ce que ces meurtriers soient libérés lors d'échanges politiques, ce qui n'arrive pratiquement jamais aux États-Unis. Chaque échange devient en fait une nouvelle campagne de recrutement. La seule solution durable serait ce que les États démocratiques refusent souvent d'admettre. La peine de mort pour les crimes terroristes les plus graves n'est pas une vengeance mais une prévention. Tant que ce débat ne sera pas abordé de front, chaque accord risque de devenir la graine du prochain massacre. Nous arrivons maintenant au cessez-le-feu ou à son absence. Cela fait une semaine de calme relatif entre Israël et le Hamas. Même si Israël respecte les termes, le Hamas affiche d'autres intentions, agissant d'abord contre son peuple. La semaine dernière, le Hamas a exécuté et arrêté des dizaines de Palestiniens à Gaza, accusés de collaboration avec Israël ou de diffusion de désinformation. Des vidéos vérifiées par Wayna, le New York Post et d'autres sources ont montré des hommes armés masqués traînant des civils dans les rues de Shujaya et Ramal avant de les abattre à bout portant. Des témoins ont indiqué à des médias locaux que certaines victimes appartenaient à des clans rivaux, longtemps méprisés par le Hamas pour avoir contesté son autorité. Selon des habitants et des responsables médicaux, des dizaines de Palestiniens, dont des journalistes, ont été exécutés ou ont disparu récemment. Un incident choquant a eu lieu près de Khan Younes, où des terroristes du Hamas ont attaqué une mosquée. Ils ont sorti 3 hommes qui avaient critiqué le groupe en ligne et les ont abattus devant les fidèles. Leurs corps ont ensuite été pendus publiquement en tant que traîtres. Maintenant, en même temps, les responsables du Hamas ont annoncé à plusieurs reprises qu'ils ne déposeraient pas les armes, quelles que soient les circonstances, rejetant la clause de désarmement dans la trêve négociée par les États-Unis. Pour les Gazaouis, ce cessez-le-feu est devenu un régime de peur. Contrôle, couvre-feu, exécution sommaire, non par Israël, mais par le Hamas. Même les groupes palestiniens de défense des droits ont dénoncé ces meurtres comme des représailles illégales sous couvert de cessez-le-feu. Des médiateurs en Égypte et au Qatar ont averti en privé le Hamas que ces actions pourraient faire échouer l'accord. Les États-Unis ont aussi averti le Hamas que ces attaques contre les Palestiniens violent l'accord, même si cela ne l'importe guère. Cette semaine, ils ont aussi tué 2 soldats de Tsahal et mené des violences en divers points de Gaza, entraînant des frappes aériennes israéliennes sur les bastions du Hamas. Pour Israël, cela confirme ce que nous affirmons depuis le 7 octobre. Le Hamas met en danger non seulement les Israéliens, mais aussi les Palestiniens. Un cessez-le-feu accompagné d'exécutions publiques n'est ni la paix, ni un vrai cessez-le-feu. C'est un théâtre de la terreur sous les caméras du monde, tandis que les Gazaouis saignent en silence. C'est curieux que ces manifestants pour un cessez-le-feu immédiat restent silencieux sur l'exécution de Palestiniens par le Hamas. Eh bien, retournons au Royaume-Uni pour notre prochaine histoire, où un autre scandale a éclaté cette semaine. Incroyable mais vrai, ce n'est pas l'homme juif arrêté pour avoir porté une étoile de David lors d'une manifestation qui risquerait d'offenser les militants anti-Israël. Et oui, cela s'est vraiment produit. Non, mais cette fois-ci, il s'agit de football. Le Maccabi Tel Aviv doit bientôt jouer un match amical contre Aston Villa à Birmingham, au Royaume-Uni. Après l'annonce du match, le groupe anti-israélien fondé par une ex-terroriste du Hezbollah aurait remis un dossier à la police, essayant de salir les supporters du Maccabi Tel Aviv en les traitant de racistes.
Au lieu de leur dire d'aller se faire voir, la police des West Midlands a décidé d'interdire complètement aux supporters du Maccabi Tel Aviv d'assister au match de la Ligue Europa contre Aston Villa, en prétendant que c'était pour leur sécurité. Qu'est-ce que c'est? De la discrimination. La réaction immédiate est donc compréhensible. Le gouvernement britannique est intervenu, le premier ministre Starmer jugeant cette décision mauvaise. Le ministère de l'Intérieur cherche également à annuler cette interdiction prise par la police. Mais certains sont si haineux qu'ils l'approuvent. Le député Ayub Khan a défendu cette décision, traitant tous les supporters du Maccabi Tel Aviv de racistes. Il ne s'agit pas de sécurité, mais d'apaisement. Ce qui se passe ici, c'est que l'élite politique essaye une fois de plus d'apaiser une foule islamiste violente. Birmingham compte 30% de musulmans, voire 70% dans certains quartiers. La sécurité relève de la police. Ce n'est pas un prétexte pour exclure les Juifs de la vie publique. Si cela continue, le football testera si les Juifs en Grande-Bretagne ont des droits conditionnels. Le ministère de l'Intérieur et Aston Villa essaient désormais de réparer les dégâts. Mais le message est passé. En ce qui concerne l'antisémitisme, l'establishment britannique et sa police jouent encore en défense, pas en attaque. Notre invité cette semaine est Jonathan Schanzer, vice-président principal à la Fondation pour la défense des démocraties, spécialiste de la politique du Moyen-Orient et de la sécurité nationale américaine. Ancien analyste du financement du terrorisme au Trésor américain, il est l'une des principales voix sur l'Iran, le Hamas et les conflits régionaux. Aujourd'hui, il se joint à nous pour éclairer les récents événements dans toute la région. Jonathan, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Commençons par le plus récent, ces violations du cessez-le-feu que nous voyons de la part du Hamas. Nous voyons qu'Israël a réagi, frappant déjà 83 cibles hier, mais il semble que ce soit tout ce qu'ils vont faire, du moins pour l'instant. Ce cessez-le-feu va-t-il tenir? Et si ce n'est pas le cas, à quoi vous attendez-vous? Eh bien, écoutez, je m'attends à ce que le Hamas fasse tout ce qu'il peut pour survivre. On lui demande de se démanteler. C'est donc une organisation qui existe depuis 1988 et qui a des décennies d'activités terroristes à son actif. Elle n'est pas intéressée à se démanteler. Elle n'est pas intéressée à remettre ses armes. Et je pense qu'elle a du mal à se séparer des restes des otages tués qui sont encore entre ses mains. Je m'attends à ce que le Hamas se batte bec et ongle alors que cet effort continue pour essayer de le ramener à la raison. Je pense que l'accord pourrait fonctionner en partie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Israël restera probablement dans plus de 50% de la bande de Gaza au-delà de la soi-disant ligne jaune. Cette zone restera probablement sous contrôle israélien pendant de nombreuses années à venir. Ce qui se passe à l'intérieur de la ligne jaune, dans ces zones les plus peuplées de Gaza, c'est la grande question. Et je pense qu'une grande partie de cela dépend vraiment en ce moment de savoir s'il y a des personnes à Gaza prêtes à s'opposer au Hamas, si elles sont prêtes à défier le Hamas, si elles sont prêtes à collaborer avec les forces de défense israéliennes, avec les Israéliens. Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre pour l'instant. Jonathan, tu as toujours alerté sur la menace mondiale posée par l'influence néfaste de la République islamique, de ses ambitions nucléaires à ses groupes régionaux. À ton avis, à quel point le régime représente-t-il une menace en ce moment? Les démocraties occidentales doivent-elles encore confronter Téhéran pour freiner ses activités déstabilisatrices ou est-ce toujours possible? Écoute, je suis inquiet à propos de ces missiles, principalement du programme de missiles balistiques que l'Iran cherche à reconstituer. Ils ont beaucoup appris pendant cette guerre de 12 jours. Ils ont appris à cibler des choses à l'intérieur d'Israël qu'Israël essaie de protéger. Je veux dire, ils ont réussi à toucher certaines cibles proches du Mossad à l'intérieur de la Kyria. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez voir l'Iran maîtriser avec le temps. Et donc, en voyant le régime iranien développer ce programme de missiles, j'ai le sentiment que les Israéliens pourraient devoir avoir une autre confrontation pour éliminer cette menace. Je pense qu'il serait utile que l'Occident, mené par les États-Unis et peut-être les Européens, agissent encore plus fermement contre le Hamas. Financièrement, je pense que cela serait utile. Chercher à provoquer la chute du régime en apportant un soutien politique à l'opposition, cela serait utile. Mais au final, on a le sentiment que nous allons probablement connaître une nouvelle vague de conflits, peut-être dès 2026.
Vous avez maintenant expliqué en détail la pression économique à plusieurs niveaux exercée sur la République islamique, en particulier par les États-Unis, des sanctions unilatérales aux dispositions de retour automatique multilatérales prévues dans l'ancien accord sur le nucléaire iranien. Pourriez-vous expliquer comment fonctionne chaque niveau, quels outils ils offrent aux décideurs politiques et pourquoi le maintien des sanctions reste vraiment un élément nécessaire de la dissuasion? Oui, je veux dire, écoutez, la Banque mondiale vient tout juste de publier un rapport ces derniers jours et elle note en fait une contraction de l'économie iranienne de 1,5 à 2 cette année et encore de 2 à 3 l'année prochaine. C'est un signe que les sanctions commencent à avoir un impact sur l'économie. Cela force le régime à choisir entre le soutien à ces groupes terroristes au Yémen, au Liban ou ailleurs, et le fait de maintenir les lumières allumées chez lui. C'est exactement ce qu'il faut faire en ce moment à un régime connu pour parrainer le terrorisme et le chaos dans la région. Donc, je pense que c'est la première étape de tout cela. Ensuite vient le soutien aux personnes sur le terrain. Ils n'ont pas besoin de beaucoup, seulement de meilleurs renseignements, de meilleure communication et d'un peu de financement. Ils pourraient probablement avoir besoin de quelques armes, même si je suppose que beaucoup de pays occidentaux ne soutiendraient pas cela, du moins pas encore. Mais ce sont des choses qui, selon moi, peuvent aider à provoquer un changement ou au moins à exercer une pression sur le régime. Encore une fois, il faut maintenir cette flamme allumée dans le pays, forcer le régime à commencer à se demander si cela vaut vraiment la peine de continuer à soutenir le terrorisme. Ou devrions-nous commencer à penser à offrir de meilleurs services à notre peuple et à maintenir le calme? Tenter de calmer cette flamme contestataire dans leur pays. Donc, ce sont le genre de choses pour lesquelles je pense qu'un soutien supplémentaire à l'opposition est nécessaire pendant que nous continuons à renforcer ces sanctions. C'est ce que nous voulons continuer à avoir. Mais à part cela, obtenir de bons renseignements sur le régime, déterminer où ils essaient de reconstituer leur programme nucléaire, où ils essaient de reconstruire leur programme de missiles, où ils essaient d'ajouter certaines de ces défenses aériennes qui ont été épuisées par Israël, tout cela va être crucial en ce moment. Alors, au final, quel est l'objectif ultime lorsqu'on traite avec l'Iran et ses groupes affiliés? Un changement de régime ou même un endiguement est-il envisageable quand l'Europe n'est pas unie sur cette question? Et Trump, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, n'est pas prêt à laisser Israël terminer le travail militairement. Oui, ce que nous avons, c'est un tableau mitigé partout, malheureusement. Je veux dire, nous ne donnons pas le feu vert aux Israéliens, du moins pas pour l'instant, pour en finir militairement avec le régime. Nous avons les sanctions de réactivation, ce qui, à mon avis, est une bonne chose, non? C'est ce que l'Organisation des Nations Unies dirigée par les Européens a commencé à imposer au régime. Et c'est cela qui frappe vraiment l'économie iranienne en ce moment. Et cela fait du tort au régime. Mais ce que je constate en ce moment, c'est l'absence d'une stratégie plus large, une stratégie qui viserait les finances du régime, qui soutiendrait l'opposition. Et vraiment, je pense que la clé ici est de savoir si nous pouvons élaborer une stratégie qui vise à faire tomber le régime et à mettre quelque chose à sa place. Disons simplement que cela annoncerait plus de stabilité dans la région. Actuellement, nous n'avons pas ce type de stratégie. Je pense qu'il y a des éléments dans ce que les États-Unis ont en tête qui pourraient aller dans ce sens, de même du côté du monde arabe et de même du côté des Européens. Mais ces éléments doivent être rassemblés. Il faut que cela paraisse global, il faut que cela paraisse stratégique. Pour l'instant, nous ne le voyons pas. Cela ne veut pas dire que nous n'y arriverons pas. Il nous reste encore 3 ans de Trump. Nous savons qu'il n'est pas un partisan de la République islamique, mais malheureusement, il n'est pas non plus vraiment un partisan de l'Europe en ce moment, pas vraiment prêt à travailler main dans la main avec les Européens. Nous savons qu'il soutient Israël, mais il a aussi cette vision de la paix dans la région et il espère qu'entre les attaques lancées par les États-Unis en juin avec les sanctions, il pourra peut-être amener la République islamique à céder. Il ne juge pas ceux qui le feront, mais je sais qu'ils ressentent la pression dans ce moment. Ils ne sont pas en bonne posture, ils sont instables. C'est un bon début, mais je pense, pour reprendre votre point, qu'il nous manque actuellement une stratégie globale et systémique. Peut-être qu'on en verra une dans les mois ou peut-être même les années à venir. Nous devons nous arrêter ici, mais merci pour vos analyses et pour avoir éclairé la situation dans cette région. Et bien sûr, ce à quoi nous pouvons nous attendre en Iran dans les mois à venir également. Nous continuerons à vous tenir informés de cette histoire, mais merci de vous être joints à nous.
Avec plaisir. Et maintenant, passons au bon, au mauvais et au laid de cette semaine. Avant tout, notre bonne histoire de la semaine. Qui n'aime pas le chocolat? Après plus de 700 jours otage du Hamas, Gaïkou Boad Dalal a été filmé mangeant du chocolat pour la première fois depuis sa captivité. Une image simple et parfaite de la survie. Regardons cela. Passons à notre mauvaise nouvelle du jour. Nous avons cet étudiant d'Oxford, Samuel Williams, qui a été filmé en train de crier « Enterrez les sionistes ». Il pensait que c'était malin. Voyons cela. Digne, une résistance ferme et noble en Palestine et à Gaza à laquelle se référer, dont s'inspirer. Et je ne veux pas trop bavarder, mais nous avons organisé des ateliers à Oxford. Voulez-vous vous joindre à nous? Ça fait Gaza, Gaza, rendons-nous fiers, mettre les sionistes à terre, Gaza, Gaza, rendons-nous fiers, mettre les sionistes à terre. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette petite diatribe haineuse, c'est qu'elle est déjà assez grave en soi. Mais après cela, il a été arrêté et suspendu de l'université d'Oxford pour ses appels flagrants à la violence contre les Juifs. Lors de la perquisition de sa maison, la police a trouvé et confisqué des armes et des balles. Donc, c'est un véritable aspirant terroriste du Hamas ici. Espérons qu'il a maintenant été arrêté pour de bon. Et bravo à l'université d'Oxford d'avoir enfin expulsé quelqu'un qui prône le terrorisme. Voici notre histoire sordide de la semaine. Une survivante du massacre du 7 octobre a été prise pour cible et menacée par des militants pro-Hamas dans l'Ouest sur un campus universitaire en Californie. Yoni est venu ici pour raconter comment il a survécu à l'attaque du Hamas sur le kibbutz Mefelsim, où des membres de sa communauté ont été tués, violés ou enlevés. Maintenant, ces militants du campus ont pensé qu'il serait judicieux de se déguiser en ces mêmes terroristes du Hamas qui ont traumatisé l'orateur simplement parce qu'il est israélien. Je pense qu'il y a peu de choses plus malsaines et narcissiques que ce type d'activisme. Nous avons déjà fait le bon, la brute et le truand, mais j'ai un bonus spécial pour cette semaine. L'activiste palestinien Motaz Azaiza, le photojournaliste préféré de tout le monde qui a été escorté hors de Gaza en pleine guerre à bord d'un avion de l'armée de l'air qatari, est maintenant célébré à travers les États-Unis lors d'une tournée de conférences de célébrités. Cependant, pendant son séjour aux États-Unis, il a pris le temps de publier un message spécial sur les réseaux sociaux pour exprimer son soutien au Hamas et à la résistance armée. Ma question est la suivante. Pourquoi ce sympathisant terroriste a-t-il obtenu un visa en premier lieu? Je veux dire, allô, où est l'Immigration and Customs Enforcement? Cache Patel, Marco Rubio agissait. Il n'est pas possible qu'une personne qui propage de telles idées puisse se promener aux États-Unis en diffusant une telle rhétorique. Surtout quand le Hamas est désigné organisation terroriste par les États-Unis. Eh bien, c'est tout pour cette semaine dans Axe de la vérité. Nous reviendrons bientôt avec d'autres interviews et histoires du Moyen-Orient. Je suis Émilie Schrader. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Émilie K. Schrader ou Émilie à Tel Aviv. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans Axe de la vérité sur JNS.